Bonjour, merci de m'avoir invité. Ah ben, en ce jour de la Toussaint, c'est tout trouvé. On va se pencher pendant quelques minutes sur la mort et sur les pratiques qui l'entourent. D'abord, très simplement, c'est quoi aujourd'hui être en deuil? Est-ce qu'il y a une façon, plusieurs façons de l'être? Être en deuil, c'est être en souffrance. C'est être en souffrance, être en deuil, c'est aussi être seul, c'est être isolé, c'est être en fait non reconnu par les autres, c'est être aussi dans un état où on ne s'autorise pas, où on ne s'autorise pas à vivre les émotions qui sont en soi, au fond de soi, pour la raison très simple qu'elles ne sont accueillies finalement par personne. Est-ce que Voilà. c'est une façon d'être en deuil qui a changé? Par exemple, avant, les gens étaient habillés en noir, ça pouvait durer des mois, des années. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, le deuil n'apparaît plus. Le deuil est masqué, le deuil est invisible. Je peux vous parler de ce que je fais depuis maintenant environ 20 ans. J'anime des groupes d'entraide, des groupes de résolution du travail de deuil. Et c'est vrai qu'apparaissent dans ces échanges, ce sont des personnes qui se retrouvent, qui sont en deuil, qui partagent émotionnellement, qui essayent de retrouver une verticalité émotionnelle. Et souvent, c'est vrai, il y a pas une plainte, mais il y a cet isolement. Hein, il n'y a plus de stigmatisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus honte d'être en deuil, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce deuil-là, il est illisible, il n'est pas reconnu. Il n'y a plus de rites, il n'y a plus de, j'ai envie de dire, de balises de sécurité qui vous permet d'être identifié par les autres. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, la religion a moins de place dans la Oui, société oui, actuelle? la religion a moins de place, c'est évident. Et les personnes se réapproprient justement cet état et cette émotion, ces émotions, elles se les réapproprient en partageant, en voulant partager, en se regroupant pour finalement retrouver en elles toutes, puisqu'elles sont ensemble, en elles toutes ce qui peut leur permettre de s'ajuster. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent lors de ces groupes de parole, les gens qui sont en deuil? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Oui, il y a des choses qui ressortent parce qu'il y a des émotions qui se retrouvent. Il y a des émotions, même si les circonstances sont différentes. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, un ajustement, une verticalité qui peut être trouvée pour la raison très simple qu'il y a une mécanique. Il y a une mécanique qui est un petit peu similaire, même si quand vous êtes en deuil, vous êtes un petit peu dans un autre monde, vous êtes dans une autre, avec d'autres références, vous êtes dans un autre temps. Et c'est vrai qu'il est difficile quand on est dans ce temps-là de s'ajuster avec le temps des autres. Et comment on en sort? Ah ben comment on en sort? On en sort, d'abord on n'en sort pas. Il faut d'abord y rentrer. Il faut y rentrer pour savoir exactement ce qui s'y passe. Et une fois que vous avez compris ce qui s'y passe, une fois que vous y avez donné du sens pour vous, vous pouvez en effet retrouver une forme de dynamisme, c'est-à-dire savoir où vous en êtes, et puis une forme d'énergie, une énergie vitale. Voilà, recréer une énergie vitale. Est-ce qu'il y a des mots que l'on peut dire qui sont attendus par ces personnes en deuil? Je crois que c'est plus que des mots, c'est une attitude, c'est une empathie, c'est écouter. C'est écouter, c'est tout simplement écouter, parce que sans jugement. Écouter pour comprendre ce qui se passe dans la réalité de la vie des personnes qui sont en deuil. France Bleu Matin, il est 8h15. 01 42 30 10 10. La Toussaint est une fête importante, d'accord ou pas d'accord, vous nous le dites maintenant et on vous écoute dans 5 minutes. Invité de France Bleu Matin, Sarah Nicaise, spécialiste du deuil avec Faustine Kelmel. On a parlé du deuil beaucoup. Est-ce que la place de la mort, plus généralement, dans notre société, elle a évolué? On voit moins, par exemple, avant, on veillait les défunts à la maison, Mmh. c'est quelque chose qui n'existe plus. Est-ce que cette mort, elle est aujourd'hui un peu plus dissimulée? Elle est dissimulée, elle est cachée. Je reprends le terme, on la voit plus. Hein, on la voit plus parce que finalement, elle a pas de place. Hein. Elle fait peur. Elle fait peur. On l'a beaucoup médicalisée. Je crois que beaucoup de personnes, aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 70% des personnes qui meurent à l'hôpital. Et c'est vrai que cette médicalisation de la mort fait que c'est devenu quelque chose qui est extérieur, hein, à la vie de la famille. Vous parliez d'agonie. J'ai lu dernièrement que je crois qu'il y a en Suisse, il y a une association qui essaye de rétablir, vous savez, les veillées Mmh. pour laisser du temps au temps,
parce que c'est un moment très important. Les soins palliatifs, c'est vrai en France, essaient d'avoir cette démarche. Ils sont malheureusement pas suffisamment nombreux, mais vous avez raison, la fin de vie aussi, de la façon dont se passe la fin de vie, forcément, il y a se retrouve après dans le travail de deuil. Sarah Nicaise, vous avez aussi fait partie de la cellule psychologique qui a été mise en place après les attentats du 13 novembre, avec notamment... Pour Charlie aussi. D'accord. Oui, Les proches donc, des victimes des attentats de janvier et du 13 novembre au Bataclan. Est-ce que c'est parce que aussi cette mort, elle est moins visible que voilà, là, ça nous éclate à la figure et qu'elle ressurgit comme ça dans la société? Oui, c'est vrai, sans pour autant que ça devienne une mort spectacle, hein, c'est-à-dire une mort presque officielle, hein, avec des cérémonies. Certaines personnes ont pu sentir d'ailleurs qu'on leur enlevait une partie aussi de leur intimité, dans le fond. Hein. Mais la mort, oui, la mort, là, elle est apparue. Hein. La grande faucheuse. Et peut-être qu'aujourd'hui, oui, la société va regarder autrement, comme pouvant aussi accepter qu'elle peut apporter une réponse. Et peut-être qu'il y aura une empathie ou une compassion. On avait organisé un colloque le 14 novembre, donc le lendemain de ce drame du Bataclan. Le titre était Deuil et compassion, et il y a une compassion naturelle qui est venue de la part de tout le monde, puisque bien sûr ce 14 novembre on a annulé le colloque, mais il y a des personnes sont venues quand même, tout simplement pour témoigner qu'ils étaient là, alors que oui, la mort s'était abattue de façon injuste et particulièrement horrible. Est-ce que pour ces deuils-ci, lors d'attaques comme ça très, très violentes, très soudaines, parfois avec beaucoup de jeunes, hein, on l'a vu au Bataclan, qui décèdent, les mots sont particuliers? Je pense que c'est plus que les mots, c'est l'écoute. Il n'y a pas de réponse, il y a plus d'écoute. Il faut écouter ce que la personne a à dire, parce que c'est un traumatisme. Et les mots qu'elle aura choisis pour décrire ce traumatisme, ce sont les siens. Et c'est ceux-là qui font écouter. Donc, travailler avec elle peut-être sur ce qu'elle a à dire, mais écouter. Merci Il beaucoup. n'y a pas de recette. Merci Sarah Nicaise d'être passée ce matin par France Bleu 107.1. Je rappelle que vous êtes spécialiste du deuil et auteur de plusieurs ouvrages sur la question. Bonne journée. Bonjour Noé. Dans un instant, Da Silva, vous pouvez dire. Bonjour Monsieur Da Silva. Voilà, très bien. Bientôt le Conseil de Paris, la semaine prochaine avec la privatisation des PV souhaitée par la maire Anne Hidalgo. On va y revenir. Tout d'abord, que pensez-vous de cette colère des policiers, puisqu'ils reviennent, ils sont revenus cette nuit dans les rues de Paris et ils rejettent le plan de 250 millions d'euros annoncé par le gouvernement, mais ils rejettent également les syndicats. Qu'en pensez-vous ? Je pense que cette colère est justifiée puisque aujourd'hui tout le monde voit bien qu'il y a un manque d'effectifs dans la police, qu'il y a un manque de valorisation de leur métier. Après, les syndicats, moi je pense qu'ils sont à même à défendre tous les salariés. Et si on n'avait pas des syndicats dans notre pays, aujourd'hui on n'aurait pas l'ensemble des droits qu'on a dans le Code du travail, mais aussi l'ensemble des acquis sociaux. Donc, comment vous comprenez le fait qu'ils rejettent les syndicats ? Ils l'ont encore crié cette nuit devant la pyramide du Louvre. Écoutez, moi je ne sais pas, c'est une discussion que les syndicats doivent avoir avec l'ensemble de ces salariés. Après, il faut voir si dans ces agents-là, il y a une volonté aussi autre que celle de revendiquer, s'il n'y a pas une volonté aussi de déstabilisation, s'il n'y a pas une volonté différente. Moi j'ai confiance dans les syndicats. Il y a une manipulation politique derrière ? Pourquoi pas ? Il faut regarder. Je n'ai pas tous les éléments, mais en tout cas, moi je pense que la colère est légitime. Les syndicats doivent s'en saisir. Et la colère, on va y revenir, puisqu'on va parler de la question du stationnement, qui relève aujourd'hui de la préfecture de police de Paris. La colère est légitime, pourquoi ? Parce qu'on a réduit le nombre d'agents sur la voirie, on a réduit le nombre d'agents sous Nicolas Sarkozy, on cesse de le répéter. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'un grand plan de déploiement de force de police. François Hollande a inversé la courbe de sortie du nombre de policiers des écoles de police. Pourquoi cette manifestation aujourd'hui ? Écoutez, déjà c'est aux policiers de s'exprimer, c'est pas à moi de m'exprimer cette manifestation. Enfin, si les politiques n'ont pas une vue de la situation. Si, moi j'ai une vue simple, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de forces de police, on a besoin de leur donner des missions qui soient
concrète, qui soit bien définie, et on a besoin finalement de plus d'emplois dans la police nationale. C'est ça que réclament les policiers, et une valorisation du métier. Alors justement, à Paris, la préfecture de police met des PV actuellement pour non-stationnement et 9 conducteurs sur 10 ne payent pas le stationnement. La mairie de Paris dit il y a un manque à gagner. Vous qui regardez également le budget, vous devez le voir aussi. Et pourtant, vous êtes contre une privatisation, on va dire, en tout cas une mise à l'extérieur du système de PV. Bon, j'ose espérer que la raison n'est pas budgétaire, parce que la première chose que l'on dira, puisque le débat d'orientation budgétaire sera au Conseil de Paris, c'est d'abord de contester la baisse des dotations aux collectivités territoriales, et notamment ce que l'État doit. L'État doit à Paris une dette de plusieurs milliards, enfin de au moins 2 milliards d'euros de non-compensation des transferts de l'ensemble des missions que le département effectue. Donc j'espère que cette réforme n'est pas pour des volontés budgétaires. Ensuite, on évoque le taux de 9% de non-recouvrement. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est 9% de gens qui payent leur PV ou est-ce que c'est seulement 9% du temps de travail des ASP qui est consacré au contrôle du stationnement ? Ça voudrait dire quoi ? C'est quoi la Ça différence ? voudrait dire qu'aujourd'hui, la préfecture de police utilise que c'est les agents de sécurité de la ville de Paris, que 9% de leur temps, puisque leur temps est consacré à d'autres tâches, notamment contrôler, être présent lors de manifestations, les points écoles, quand il y a un incendie pour bloquer la rue. Et tout ça, on peut faire le lien avec les manifestations des policiers, parce qu'il y a une baisse du nombre d'effectifs et parce que les policiers sont remplacés par ces ASP sur d'autres tâches. Et donc, nous, ce qu'on considère, c'est que expérimentons d'abord ces ASP à 100% sur leurs tâches de contrôle du stationnement et modernisons les outils. Puisque la question qui est posée par Anne Hidalgo, c'est la modernisation du service public. Il s'agit de la gestion de l'espace public. Est-ce que la modernisation, c'est la privatisation ? Les PV se mettent par ordinateur. On peut maintenant payer par smartphone. Pour les la résidents, modernisation bien sûr. est déjà Justement, j'entendais une de vos éditrices qui disait qu'elle était très contente de l'évolution de la modernisation pour les résidents parisiens. Mais non, là, on parle des horodateurs. On parle d'utiliser la plaque d'immatriculation comme point. Enfin, voilà. Si vous voulez, la question, c'est est-ce qu'on donne des nouveaux outils au service public pour le moderniser ? Ou est-ce qu'on dit, finalement, il faut privatiser ? Moi, je pense qu'il s'agit de la gestion de l'espace public et je considère que ça reste une mission de service public et donc qu'on doit avoir des agents de service public sur le terrain. Et concernant la mission de ces agents que la ville pourrait récupérer pour notamment lutter contre les incivilités, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais on peut embaucher aussi. On peut embaucher, on peut Vous l'avez dit avoir vous-même, un plan. le budget, il manque de l'argent de la part de l'État. Il faut se battre pour ça. Et d'ailleurs, je fais des propositions à ce budget pour des nouvelles recettes. À chaque budget, le groupe communiste fait des propositions pour des nouvelles recettes, notamment sur la question des logements vacants, notamment sur la question de tout ce qu'on appelle type Airbnb, ces locations-là, qu'on souhaite avoir des recettes sur ces dispositifs qui n'existent pas encore aujourd'hui. La loi va évoluer, a évolué d'ailleurs sur les questions de Airbnb, mais voilà, nous avons toute une série de propositions au Conseil de Paris que je dévoilerai lundi matin sur le budget, et bien sûr, réclamons sans cesse, comme l'ensemble des collectivités, il pourrait y avoir d'ailleurs une grande manifestation des collectivités contre la baisse des dotations de l'État, qui est le principal problème qui est posé dans notre budget aujourd'hui. France Bleu Matin, il est 8h17. Vous avez eu un point de vue, on attend le vôtre maintenant et on vous écoute dans 5 minutes. Privatiser les PV de stationnement à Paris, une bonne idée, d'accord, pas d'accord, au 01 42 30 10 10. Noé da Silva avec Nicolas Bonnet, président du groupe PCF au Conseil de Paris. L'un de vos combats actuellement concerne la Poste. Où en est-on du plan de refonte des bureaux de poste à Paris ? Il y a des grèves dans le 13e, il y a des modifications apportées dans le 12e. Et est-ce que d'autres arrondissements sont concernés ? Oui, on a une vingtaine de bureaux de poste qui sont concernés pour des fermetures. Nous sommes très inquiets. Inquiets aussi parce que c'est une logique finalement de privatisation, puisqu'aujourd'hui le cas du 12e est très précis. Un bureau de poste ferme est transformé en agence bancaire et on transfère l'activité postale dans un Franprix. Et dans un Franprix qui aujourd'hui finalement c'est une caissière ou un caissier de Franprix qui va faire l'activité postale à la place d'un facteur, d'un postier. Donc nous sommes très inquiets. Nous avons une mobilisation très forte avec 6000 pétitions qui sont signées à l'échelle de Paris. Et je présenterai un vœu
au Conseil de Paris, avec plusieurs élus, il y a un appel national qui est lancé contre la fermeture de ces bureaux de poste. Mais il y a une baisse du courrier qui est observée entre 2009 et 2014. Le nombre de plis par an est passé de 16 milliards à 12 ou 13 milliards. C'est moins 22% et c'est un manque à gagner de 500 millions d'euros pour la Poste. Tout à fait, mais d'autres activités progressent. Notamment, on le voit avec le e-commerce, la livraison par colis, le nombre de Mais ça demande recommandés. peut-être pas le même nombre de bureaux de poste ouverts. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même aller les chercher quelque part, ces colis. Donc le choix qu'on reste sur un service public ouvert, notamment le bureau de poste comme lieu pour aller chercher ce type d'objet, et puis il y a d'autres services qui peuvent être faits dans un bureau de poste. Aujourd'hui, la Poste réfléchit à des espaces, par exemple, de coworking, des espaces qui permettent de faire passer le code. Donc moi, je pense que la présence postale est aussi un atout pour notre ville, et on souhaite que cette présence postale reste au niveau, et notamment pour les plus démunis, pour les personnes âgées. Finalement, dans vos combats, il y a notamment, on n'aura pas le temps de l'évoquer, les 12 dimanches qui seront travaillés finalement à Paris, alors qu'Anne Hidalgo au départ était contre. Est-ce que Anne Hidalgo est véritablement votre allié à vous, les communistes ? Oui, Anne Hidalgo fait un pas de côté aujourd'hui. Et bien sûr, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur la privatisation du contrôle du stationnement. Nous ne sommes pas d'accord sur les 12 dimanches dérogatoires pour l'ouverture des commerces. Mais ça Vous êtes n'empêche d'accord pas... sur quoi ? On est d'accord sur plein de choses. La politique de logement, la politique environnementale de lutte contre la pollution, la politique d'investissement pour créer des crèches, pour créer des nouveaux services publics. Nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Après, je suis communiste, je ne suis pas socialiste. Et donc, je leur affirme fermement notre attachement au service public, notamment sur la question du travail du dimanche. Ça pose une autre question, c'est que c'est une généralisation qui est en train de se profiler. Et donc, si on souhaite finalement aller vers une société de la précarité où le seul enjeu, c'est le consumérisme, eh bien, nous disons non. Nicolas Bonnet était l'invité de France Bleu Matin, président du groupe communiste au Conseil de Paris, à revoir sur francebleu.fr. Merci, bonne journée. Merci.